Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review du 9e épisode de la 3e partie de la dernière saison de Bleach, Thousand Years Blood Wars, qui adapte le dernier arc du manga. Et enfin, on peut le dire, ça y est, au bout de 8 ans d'attente, ce Bankai est enfin mis en animation devant nos yeux, le Bankai du nouveau capitaine commandant Shunsuke Kyoraku. C'est clair que le principal sujet de discussion va être ce Bankai, alors est-ce qu'il est réussi ou non? Je vous dis ça tout de suite. Un épisode 9 donc, on s'approche doucement et sûrement de la fin de ce troisième cours, de cette troisième partie, et on est donc sur un épisode similaire au précédent, à savoir la première phase du combat entre un capitaine et un membre de la Schutzwaffe, donc ici l'île Barreau, et c'est l'actuel capitaine commandant Shunsuke Kyoraku qui va donc l'affronter. Cet épisode va donc principalement se concentrer sur le combat entre ces deux personnages, et vite fait quelques petites apartés sur les autres personnages qui les entourent, mais globalement l'épisode est concentré donc sur ce combat-là. Évidemment un combat extrêmement attendu pour le Bankai de Shunsuke Kyoraku, qu'il le dévoile enfin au bout de, si je dis pas de bêtises, on est au tome 71, ici sur 74, ça veut dire que depuis que le personnage a été intégré, ça fait une bonne soixantaine de tomes qu'on attend le reveal de ce Bankai, et on peut le dire, ce Bankai n'a absolument pas déçu ni en manga, et je peux enfin le formuler pour l'anime, il n'a pas déçu non plus, mais on va évidemment détailler tout ça. Bon, le combat en lui-même, j'ai par contre un petit reproche à lui faire, enfin pour moi c'est mon principal reproche à faire, et c'est un reproche un peu similaire que je vais faire par rapport à celui de Mayuri contre Pernida. C'est que ça parle beaucoup. Ça parle beaucoup et je trouve que ça nuit un peu au rythme du combat, et c'est là où le média papier est avantagé par rapport à l'animation, parce que l'animation, comme on sait que ça bouge, quand on est dans un événement tel qu'un combat, une course-poursuite ou quelque chose de très dynamique, c'est beaucoup plus difficile de gérer le rythme et le dynamisme, puisqu'évidemment comme ça bouge, faut pas que ça s'arrête de bouger, sinon on va perdre un peu l'intensité de la scène. Et c'est, je trouve, ce qui se passe un peu ici. C'est que autant en manga, étant donné que les images sont fixes, sont figées, le rythme est beaucoup plus facile à relancer. Et surtout, c'est pas grave s'il se pose, puisque quoi qu'il arrive, ce sont des images fixes. Le rythme est dans notre tête, dans les découpages de dessin, etc. Et ce que je veux dire, c'est que là où en manga, en fait, les grandes tirades de Kyoraku, pour expliquer les capacités de son sabre, de son Zanpakuto, n'est pas dérangeant, et bien là en animé, ça m'a un peu plus dérangé, alors que pourtant, comme je l'ai dit, c'est planche pour planche, ligne par ligne, ce qui est dit et montré dans le manga. Mais ici, dans l'exercice de l'animation, j'ai trouvé que les grandes tirades, grandes, c'est un bien grand mot, il fait pas des immenses monologues, mais de Kyoraku pour expliquer les pouvoirs de son Zanpakuto, je trouve que c'est un peu nuit au rythme du combat, et en fait on a souvent une passe d'armes, très stylée, très bien réalisée, pas de soucis, animée, direction artistique au top, et ensuite 30 secondes à 1 minute de discussion, une passe d'armes, 1 à 30 minutes de discussion, une passe d'armes, etc. Et je trouve ça dommage, parce que je trouve que les pouvoirs des deux protagonistes ne s'y prêtent pas vraiment, dans le sens où ça aurait mérité un échange continu de coups, d'attaques, un bon gros échange, pour vraiment donner un corps à ce combat, le densifier, alors que là, c'est en mode, ah ça y est, ils sont partis pour se battre, ah non, ils s'arrêtent pour expliquer leur pouvoir, l'île Barreau, il dit juste qu'ils transpercent tout. Et en même temps, l'auteur, et ici les animateurs, ils peuvent pas faire autrement, parce que les pouvoirs de Zanpakuto de Kyoraku sont tellement conceptuels, que pour le faire comprendre aux spectateurs, il faut obligatoirement les expliquer, parce que juste en les montrant, il peut se dédoubler, il peut se téléporter dans les ombres, il peut faire plus ou moins de dégâts à son adversaire en fonction de la couleur où il tape. C'est des pouvoirs en somme assez basiques, mais qui en fait retranscrit des concepts de jeu d'enfant. Et forcément, c'est quelque chose de très conceptuel, méthodique, qu'il faut donc expliquer. Pourquoi est-ce que Kyoraku, il peut se téléporter derrière toi? Parce qu'en fait, il conceptualise le délire du jeu 1, 2, 3 soleil. Pourquoi est-ce qu'il se dédouble avec les ombres? Parce que c'est un jeu où il faut pas regarder les ombres. Bref, voilà, vous avez compris, c'est assez compliqué. Là où je trouve que contre l'Espada numéro 1, dans l'arc Arrancar, c'était beaucoup mieux géré, je trouve, le combat de Kyoraku. Ici, c'est souvent des nouveaux pouvoirs d'enfant, donc faut les expliquer, et obligatoirement, Kyoraku est obligé, comme il le dit très bien lui-même, pour que les règles s'appliquent correctement, il faut que mon adversaire soit au courant des règles, et c'est une bonne excuse pour expliquer les règles, et faire comprendre aux spectateurs à quel point son pouvoir est super intéressant, à quel point il est dangereux, à quel point il crée de la tension, et évidemment pour créer
un pouvoir intéressant et qui amène à des combats divertissants, bah t'es obligé d'en passer par là. Ils se retrouvent à beaucoup parler, là j'aurais aimé quelque chose de plus dynamique, où ils échangent davantage. Là où avec Mayuri, il parle beaucoup parce qu'à chaque fois il adore découvrir de nouvelles choses, et en l'occurrence l'évolution permanente de Pernida, donc il se dit « Oh c'est trop bien, Pernida il fait ci, etc. » Et pareil, nous Pernida, on voit une main géante qui tire des flèches, on se pose des questions, et c'est normal, et donc Mayuri il est là pour expliquer, essayer d'apporter des explications, et faire comprendre au spectateur ce qu'il est en train de regarder. Et on a un peu le même défaut ici, et en fait, pour cette première partie du combat, je trouve ça un peu plus dommageable par rapport au manga. Quoi qu'il en soit, je trouve l'intégralité du combat extrêmement bien animée, ça bouge pas, la réalisation et je trouve extrêmement qualitative. On a 2 nouvelles OST et ça fait plaisir. On en a 2 notamment, donc une pour le Shikai de Kyoraku et une deuxième pour le Bankai, on va en venir après. Et j'ai préféré personnellement la première, qui je trouve s'y aide bien à Kyoraku. Il y a ce côté un petit peu guerrier, mais un peu cet aspect détendu. Bon, c'est de la musique, je sais pas si je suis très clair et si j'arrive à expliquer les notions que ça m'a évoqué. Mais j'ai beaucoup aimé la première musique donc sur le Shikai de Kyoraku. Et évidemment, on a ensuite Lil Baro qui révèle ses véritables entre guillemets pouvoirs absurdément puissants et cheatés, il n'y a pas d'autre mot. Il te transperce et il transperce tes coups. Tu peux presque pas le toucher. Donc à voir comment Kyoraku va se sortir. Et il tente son Vatu, il utilise son Bankai. Et on y vient, le fameux Bankai de Shunsui Kyoraku, Katen Kokotsu. Mais un Bankai, donc on l'attendait tous avec impatience. C'est un Bankai qui a un parti pris artistique assez assumé, que je trouve donc très intéressant parce qu'évidemment, au niveau visuel, il propose de nouvelles choses. En termes de bruitage et de musique, on est donc sur quelque chose de totalement culturel au Japon féodal, donc quelque chose de très traditionnel. On est donc sur une pièce de théâtre en 3 actes, un préambule et un acte final, répartis évidemment en plusieurs pouvoirs. Donc là évidemment, Kyoraku est obligé d'expliquer chacun de ses pouvoirs, et forcément un Bankai comme ça, tu te dis le gars en face, si c'est pas Dieu, il meurt instantanément. Et c'est vrai que c'est le genre de Bankai où tu te dis, il l'aurait utilisé contre Aizen ou contre ses Arrancar, le combat aurait été différent. Parce que là, premier effet, tous les dommages que tu as envoyés à Kyoraku, tu te les renvoies à toi-même. Donc ça déjà c'est assez chaud. Bon, tu peux pas en mourir, mais ça affaiblit déjà bien l'adversaire. Après tu tombes malade et ça te pourrit de l'intérieur. Ensuite ça te vide de ta pression spirituelle dans l'immense océan dans lequel tu t'engouffres continuellement. Et après ça tu te fais égorger en one shot. Bon, le Bankai est surcraqué, mais encore une fois, c'est différents pouvoirs qui sont là pour interpréter une histoire théâtrale. Et c'est là où Tite Kubo, il va vraiment loin dans la création et la mise en scène de ses pouvoirs. Se servir d'une histoire d'amour tragique qui se finit en suicide pour matérialiser un Bankai d'un Shinigami, donc d'un faucheur d'âme qui combat une espèce d'humain amélioré. Étant donné qu'on est dans une pièce de théâtre, qu'évidemment une pièce de théâtre c'est très théâtral, c'est très verbeux, ça parle énormément, ça m'a pas dérangé que Kyoraku passe l'entièreté de son Bankai finalement à exprimer un monologue pour expliquer son pouvoir et nous raconter cette histoire. Et là j'ai beaucoup aimé les petites illusions ici et là avec Ohana, les différentes estampes qu'on peut voir, et les couleurs choisies, etc. Je trouve que ce Bankai, au-delà évidemment de son efficacité purement guerrière, a quelque chose à raconter, et avec la suite du combat et les différents flashbacks qu'on va avoir sur Kyoraku, va donner énormément de sens à ce Bankai là. Et c'est là encore une fois pour moi le génie de Tite Kubo, et je l'ai dit dans ma vidéo pourquoi j'aime Bleach, les Bankai, enfin les Zanpakuto, sont le reflet de l'âme d'un Shinigami, puisque le thème de Bleach c'est la quête d'identité, et l'un des principaux chapitres c'est The Blade is Me pour Ichigo, et je trouve que en fait ça résume assez globalement les thématiques de Bleach, et notamment pourquoi en fait la personnalité et l'âme du Shinigami se transposent dans son Zanpakuto, et ça donne ses pouvoirs. Et là en l'occurrence, ça va refléter énormément la personnalité et l'histoire de Kyoraku au travers de ce Bankai là, de ce Zanpakuto là, et ça rejoint ce que disait Oetsu Nimaya, donc le membre de la division 0 qui a créé les Zanpakuto. Il explique donc, et encore une fois toutes les pièces du puzzle se rassemblent pour expliquer l'importance des Zanpakuto et de la création des Zanpakuto. Quand un Shinigami récupère les sabres basiques qu'il a forgés et que ces Shinigami passent leur temps à s'entraîner avec, ils infusent un peu de leur âme dans le Zanpakuto
Et c'est ainsi que le Zanpakuto va se forger évidemment sa propre conscience, sa propre personnalité, qui sera en fait le reflet de l'âme du Shinigami, et par extension de sa personne. Bref, c'était un long laïus pour expliquer pourquoi je trouve que ce Bankai de Kyoraku est absolument génial, que j'adore, et la proposition artistique personnellement qui a été faite dans l'épisode m'a totalement comblé. Encore une fois, je reste un petit peu sur ma faim, parce que j'ai été habitué maintenant avec cette partie 3 à avoir des éléments inédits, du nouveau contenu entre guillemets, et j'aurais aimé en avoir un peu plus pour ce combat qui a été énormément attendu. Quoi qu'il en soit, le principal pour moi a été réussi. On est dans ce que j'avais prédit pour la répartition des épisodes pour les différentes péripéties qui vont avoir lieu. Donc là, avec le poème qu'on a eu en fin de cet épisode-là, on va avoir la fin du combat de Mayuri. Nul doute qu'après on va avoir la fin de ce combat-là, parce que spoiler, vous avez vu le générique, l'opening, avec Nanao qui intervient avec un sabre bizarre. Vous vous doutez bien que c'est pas la fin du combat. Quoi qu'il en soit, donc on va avoir les deux derniers épisodes, enfin les deux prochains épisodes centrés sur la fin des combats de ces deux capitaines-là. Et on va avoir donc deux autres épisodes, donc ça va être les deux derniers, qui je pense vont se focaliser cette fois-ci sur les Quincy. Et je fais toujours référence à l'opening, je ne spoil rien, à la confrontation entre Basby et Yugra Majvalt. Là pour le coup ce sera vraiment le moment de mettre des choses inédites. Autant pour celui-là ce n'est pas grave, c'est juste un combat entre guillemets. Le principal c'était le Bankai de Kyoraku. Et encore une fois Kyoraku, il a été respecté. Et moi c'est un capitaine que j'adore. Parce que moi j'adore ce type de personnages qui sont très à la cool, qui sont sereins, qui sont chill, etc. Mais en fait, s'ils se permettent d'être aussi détendus, c'est parce qu'ils savent qu'ils sont tellement puissants qu'ils peuvent résoudre les problèmes. Et c'est pour ça qu'ils sont en confiance. Et c'est pour ça que moi j'adore Kyoraku. Et puis voilà, il a la bonne mentalité, je trouve. C'est vraiment... En fait, s'il y a un capitaine avec qui t'aimerais bien boire un coup, c'est lui. Clairement, t'as envie d'aller en soirée, c'est Kyoraku. Ben voilà, je me suis complètement égaré. Encore une fois, pour moi, c'est un épisode réussi. J'en attendais peut-être un petit peu trop, donc la première partie du combat m'a un peu déçu, mais en même temps c'est exactement ce qu'il y avait dans le manga, mais comme je l'ai dit, l'exercice entre manga et animé n'est pas la même. Mais voilà, j'ai hâte encore une fois d'être à la semaine prochaine pour une nouvelle review et un nouvel épisode. Et puis bah, écoutez, que dire à part vive Bleach, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle review. D'ici là, portez-vous bien, salut tout le monde.